demande, comment peut-on faire des prévisions des ventes dès lors que nous ne sommes pas dans un environnement déterministe et qu'on est dans un environnement très incertain? Donc, c'était une très bonne question et je vous avais promis de revenir là-dessus sans être trop technique, mais de vous apporter quelques éléments de réponse. Vous avez sur ce graphique, sur 4 ans, vous avez la courbe bleue ici qui vous montre de manière assez macro l'évolution des ventes. Donc, c'est la vente réelle pour une entreprise sur les 4 années. On voit à l'œil, on le voit à l'œil, si on ne va pas plus loin que ça, on voit que d'une part, on a une tendance qui est croissante et on voit par ailleurs qu'on a régulièrement chaque année donc, des pics qui sont des pics de nature saisonnière. Donc, quand on modélise ce qu'on appelle le pattern de la demande, quand on modélise la forme d'une demande, on a 3 composantes. Dès le premier webinaire, je crois, je vous en avais parlé. La première composante du pattern de la demande, c'est la tendance. C'est cette droite rose que vous voyez ici et qui, en fait, est le résultat de la régression linéaire des ventes réalisées. Attention, un petit point, quand vous allez calculer cette droite de régression linéaire sur Excel, par exemple, avec la fonction régression linéaire sous Excel, travaillez bien sur des données qui sont désaisonnalisées. Donc, il y a un premier travail de traitement en fait, des données, c'est de les désaisonnaliser, donc d'enlever l'impact de la saisonnalité. Et à partir de ces données désaisonnalisées, vous allez pouvoir évaluer la tendance, qui est donc une régression linéaire. La deuxième étape, c'est effectivement la saisonnalité. Donc, elle se calcule en général sur 3 ou 4 ans en mesurant à la maille mensuelle. La notion de saison est une notion mensuelle. On avait dit la fois dernière, la dimension tendance est une dimension pluriannuelle et la dimension saisonnière est une dimension mensuelle. Donc, en fait, on calcule pour chacun des 12 mois de l'année, sur un historique de 3 ou 4 ans, on va calculer quel est l'indice de saisonnalité. Voilà. Normalement, un indice moyen de saisonnalité, c'est 8,3%. C'est tout simplement 100% divisé par 12. Voilà. Si chaque mois était le même, si on avait un poids, je dirais, équivalent de chacun des mois, on serait sur un mois moyen qui pèserait 8,3% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Si je suis saisonnier, cet indice de 8,3%, dans certains cas, il va être de 12, de 14, de 15, dans certains cas, il va être de 4, de 5, de 3. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait en calculant des moyennes de volume de vente à la maille mensuelle permettant de détecter en fait une dimension de saisonnalité. Et enfin, la troisième composante, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Donc, je vais vous montrer après sur 2 schémas ce qu'on entend exactement par volatilité. Quand on fait une prévision des ventes par extrapolation, c'est des modèles donc, qui se basent sur des séries passées et par extrapolation, on va extrapoler la tendance. Donc, on va simplement, si vous voulez, se projeter sur cette droite en disant qu'est-ce qui se passe en janvier, février, mars de l'année 5. Donc, on va extrapoler de manière extrêmement simple par rapport à cette équation linéaire ce que serait la valeur de la tendance. Et on va ensuite appliquer un facteur de saisonnalité, voilà, pour savoir si l'indice saisonnier du mois. Donc ça, c'est simplement un petit rappel. La notion de comportement de la demande est une notion qui est liée en fait à la vente quotidienne. Donc, on est vraiment sur une notion de combien j'ai vendu d'un produit à la journée. Et en fait, on a grosso modo, la pratique qu'on peut avoir, c'est 4 situations. Il y a une situation, on le voit ici sur ce schéma, un produit, un article, un SKU, est finalement vendu, je dirais, au moins 180 jours par an. On peut faire l'hypothèse qu'on a 260 jours ouvrés, il y en a 365 calendaires, et puis j'en ai 260 qui sont des jours ouvrés pendant lesquels, a priori, je peux faire des ventes. Je vais considérer qu'un produit a un comportement quotidien s'il est vendu au moins 180 jours. Ne me demandez pas pourquoi c'est 180 et pas 190 ou 170, c'est une convention. C'est simplement pour dire que j'ai au moins 2/3, si vous voulez, des jours pendant lesquels je fais une vente, quel que soit le volume. Quel que soit le volume. Ce qui est important ici, c'est la notion de fréquence, c'est-à-dire quel est le nombre de jours pendant lesquels j'ai une vente. Donc, première configuration, c'est des produits qui ont un comportement journalier. Deuxième configuration, c'est des produits qui ne se vendent pas tous les jours et qui ont plutôt un comportement hebdomadaire. Ça veut dire que c'est des produits, là la définition, c'est il y a au moins 36 semaines dans l'année
où je vends ce produit. Voilà, ça peut être le lundi, le mardi, le jeudi, peu importe, mais au moins 36 semaines. Dans ces deux configurations, on va utiliser pour mesurer la volatilité la notion d'écart type. Je vais vous le présenter après. Dans le premier cas, on mesure un écart type sur les ventes à la journée. Dans le deuxième cas, on mesure un écart type sur les ventes à la semaine. Voilà, c'est ce qui est marqué ici en anglais, Weekly Deviation. Vous avez ensuite un troisième type d'article, ça se gâte, si j'ose dire, par rapport à un profil qu'on a appelé la semaine dernière, et je vais y revenir, donc un profil gaussien, ça se gâte. On a des produits qui finalement, je les vends 8 fois par an. 8 fois par an, ça veut dire qu'il y a 8 fois dans l'année, répartis de manière aléatoire dans l'année, ça peut être une fois en janvier, une fois en mars, une fois en avril, j'ai vendu ce produit. Bon, dans ce cas-là, la demande, elle est rare et je ne peux pas utiliser un modèle de type gaussien. Et puis, j'ai les cas extrêmes, et ils sont assez nombreux quand vous avez un portefeuille de produits. C'est un nombre de références articles qui peut être relativement important. C'est des produits qui ont une demande extrêmement rare, et je les vends 2 fois, 3 fois par an. Voilà. Donc ça, c'est une caractérisation, en fait, du profil de la demande lié au nombre de fois que vous vendez un produit. Ce n'est pas le volume, c'est le nombre de fois. J'y reviendrai après, c'est un critère extrêmement important d'un point de vue mathématique au plan aléatoire. Je vais vous montrer maintenant une représentation qui répond à la question, alors quand on a une incertitude sur la demande, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je vais vous montrer d'abord un profil de produit qui a un écart type, donc sigma, élevé. Ça veut dire qu'il y a une très forte volatilité. Voilà le nuage de points. C'est un produit de la première catégorie qu'on a vu, c'est un produit daily. Donc, c'est un produit qu'on vend au moins 180 jours par an. Donc, je ne sais pas combien de points il y a, mais enfin, imaginez qu'il y a 180 points entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et on voit la répartition de ces ventes en volume. Donc, il y a des jours où je vends très, très peu, on le voit ici, puis il y a des jours où je vends des quantités très importantes. Et on voit que le nuage de points est plus dense quand je suis autour de cette valeur. Et bien, cette valeur, qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne. Donc, je peux calculer une moyenne arithmétique, c'est une moyenne arithmétique sur les volumes vendus divisé par le nombre de jours où j'ai travaillé. Eh bien, je vois ici ma moyenne. Je vais représenter cette courbe qui a un profil gaussien, que vous reconnaissez, qui représente en fait la distribution statistique de mon nuage de points. J'ai peu de points qui sont vers une vente égale à 0. J'ai peu de points qui ont des ventes très importantes. Il y en a, mais très peu. Donc, la courbe est très, très proche de 0. Et puis, le maximum de points, comme on l'a vu, se trouve autour de la moyenne. C'est pour ça que cette courbe ici a cette forme ventrue, cette forme arrondie. D'accord? Mais on va le voir tout à l'heure, cette courbe, elle est assez plate. Elle est assez plate parce que j'ai quand même pas mal de points qui sont extrêmes. Donc, l'écart type est assez important. Eh bien, quand je vais gérer cette incertitude, je vais définir le on-time in full objectif en disant si je démarrais la journée avec une quantité en stock qui correspond à cette demande moyenne, quel est le nombre de points que je vais pouvoir couvrir en termes de vente? Eh bien, la réponse est 50%. Donc, si je décide, imaginons que la moyenne, ça soit 100 articles, eh bien, si je mets mon stock à 100, de manière probabiliste, statistique, je vais pouvoir couvrir en fait 50% de la situation. Un notif à 50%, ce n'est pas terrible, donc je vais en fait décider d'augmenter ma quantité en stock au début de la journée. Par exemple, je le fixe ici, et ça va, la zone que vous voyez ici en orange, va correspondre à une surface, c'est une intégrale, à une surface ici qui correspond à 98% du nombre de points. Ça veut dire que, vous voyez ici, cette droite bleue va correspondre en fait au nombre d'articles que je mets en plus par rapport à la moyenne statistique. Eh bien, ce nombre d'articles en plus, c'est ce qu'on appelle un stock de sécurité. Donc, la réponse à la volatilité, quand je fais une prévision de la demande, va consister finalement à se protéger de cette volatilité qui est factuelle en dimensionnant un stock de sécurité. Et ce stock de sécurité, on le voit, il dépend fondamentalement de l'objectif de service que vous voulez avoir. Si vous vous souvenez bien des webinars qu'on a eus, le premier et le deuxième, j'ai énormément insisté sur la notion de satisfaction client, qui se mesure en particulier par le on time in full
Et le stock de sécurité, c'est la réponse à l'objectif d'atteindre ce niveau de service. Au-delà de cette barre bleue, tous les points qui sont là, donc ils sont au-dessus de cette valeur, imaginons que ça c'était 100 unités et que ça par exemple c'est 60 unités, eh bien au-delà d'une vente quotidienne de plus de 160 unités, je ne vais pas couvrir la vente. Donc c'est une prédiction probabiliste qui va dire je serai out of stock, je vais être en pénurie de vente à hauteur de 2%. Je vous donne la formule mathématique qui permet de dimensionner ce stock de sécurité. C'est un facteur K multiplié par l'écart type, multiplié par la racine carrée du lead time. Je m'explique très, très vite. Le facteur K, il s'appelle le facteur de service. Ça veut dire que plus K sera fort, donc on dit je prends 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 6 sigma, ça doit peut-être parler à certains d'entre vous la notion de 6 sigma, je vais définir en fait une valeur de service, plus le facteur K sera élevé et plus effectivement vous aurez un niveau de service fort, mais donc plus vous aurez aussi un stock de sécurité. Et ça, c'est donc parfaitement un trade-off. C'est ce qu'on a appelé un trade-off lors du premier webinaire et du deuxième webinaire, surtout du deuxième webinaire. La bonne nouvelle, c'est que si j'augmente le stock de sécurité, eh bien j'augmente l'OTIF. La mauvaise nouvelle, c'est que ça me coûte du cash puisqu'il va falloir surdimensionner un stock de sécurité. Voilà. Donc, le choix du facteur K est un choix business. Ce n'est pas le responsable supply chain qui fait ce choix, c'est la direction générale. C'est vraiment une notion d'objectif en termes de service. Sigma, c'est une donnée fixe, c'est la volatilité en fait de l'article en question. Et le lead time, qu'est-ce que c'est? C'est le lead time qui permet en fait de réapprovisionner le produit. Ça veut dire que si je fais face à une rupture de stock, eh bien, le lead time, ce sera le temps nécessaire pour réapprovisionner le produit d'un fournisseur ou si vous êtes un industriel, pour relancer en production la production de l'article en question. Un petit point de détail, quand vous allez travailler sur ces données statistiques, n'oubliez pas de, on dit je dirais en anglais cleaning, donc nettoyer vos données, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français les points pathogènes. Ce point-là, par exemple, peut être un point pathogène. Ça veut dire que cette journée-là, je n'ai rien vendu. Est-ce que c'est parce que le marché m'a rien demandé? Peut-être pas. C'est peut-être parce que j'étais en backorder. Je n'avais pas été capable de livrer finalement le produit. Donc, en fait, ce point-là est un point aberrant. C'est un point pathogène. Il faut donc l'enlever des données statistiques. Ici, c'est la même chose parce que finalement, là, je n'ai rien vendu parce que je ne pouvais pas servir. Et puis, 2 jours plus tard, j'ai vendu une quantité très importante. Est-ce que c'est ce que le marché voulait? Non. C'est parce que c'est la conséquence du backorder. Voilà. Et donc, je me suis rattrapé, j'ai vendu une quantité importante. Donc, n'oubliez pas, quand vous travaillez sur des données historiques, statistiques, de nettoyer vos données. Un deuxième exemple sur un article qui a, je dirais, une volatilité moins importante. On le voit ici, le nuage de points, il est beaucoup plus concentré autour de la moyenne. Je n'ai pas beaucoup de points qui se trouvent aux extrémités. La conséquence de ça, en termes de pattern de la distribution statistique de la demande, c'est que j'ai une courbe de Gauss qui est beaucoup plus pointue. Ça veut dire que la densité de vente se situe véritablement autour de la moyenne. Eh bien, pour le même OTIF de 98%, eh bien, j'aurai un stock de sécurité beaucoup plus petit. C'est normal. Voilà. Et donc, on voit bien que ce stock de sécurité, il dépend bien fondamentalement de mon écart type. Donc, on retient l'idée qu'il y a 2 idées essentielles. La première idée, c'est qu'il faut caractériser le pattern de consommation du produit. Est-ce que mon produit il est gaussien ou pas gaussien? Et s'il est gaussien, alors à ce moment-là, je peux travailler avec ce genre de modèle mathématique. Je vais vous donner maintenant un outil extraordinaire, un outil extrêmement puissant. On pourra même y revenir la fois prochaine lors du dernier webinaire. Je vous encourage massivement à utiliser cette matrice de classification de vos articles pour comprendre le comportement supply chain de vos articles. Le premier critère qu'on utilise quand on veut représenter le comportement des produits, c'est assez naturel, c'est assez immédiat, c'est les volumes de vente. C'est les fameux 80-20, c'est-à-dire c'est 20% des références articles qui représentent 80% des ventes. Et puis, donc là, j'ai 20% des références articles. Ensuite, c'est 30% des références articles qui représentent 15% des ventes.
Et après, j'ai 50% des références articles. C'est un nombre important de produits qui ne vont représenter que 5% des ventes. Donc, c'est les fameux classes, vous voyez ici, A, B, C. Donc, j'ai 3 classes de produits que je vais catégoriser, que je vais segmenter par rapport à leur volume de vente. Voilà. Et généralement, on les appelle, on en a déjà parlé lors du premier webinaire, on les appelle les fast movers, les A, les articles A, on les appelle des fast movers, et les articles C, on les appelle des slow movers ou des low runners de temps en temps. Il y a une quinzaine d'années, j'ai travaillé pour une entreprise qui avait 1 million de références articles. Vous avez bien entendu, 1 million de références articles. J'avais un agrégé en mathématiques avec moi, un docteur en maths qui travaillait avec moi sur le sujet, et je lui ai dit, David, je suis complètement perdu. Comment je vais faire pour imaginer des modèles de gestion de stock, des modèles supply chain avec cette diversité de 1 million d'articles? Et donc, la question, c'était, au-delà du critère du volume de vente, quel est le deuxième critère le plus pertinent pour catégoriser les modèles supply chain? Je peux vous dire qu'on y a passé des journées et des nuits. Et il fallait rester assez simple sur la réponse. Eh bien, la réponse que finalement on a apportée il y a 15 ans, qui maintenant est connue, je dirais, dans le monde entier, dans les entreprises, etc., c'est la fréquence de vente d'un produit. Parce que finalement, ce qui structure un modèle de gestion de stock, ce qui structure un modèle de prévision des ventes, ce qui structure par conséquent un modèle supply chain, c'est la volatilité. Et la volatilité, un critère, ça c'est des mathématiques, de loi des grands nombres, des probabilités, etc., c'est finalement la fréquence de vente, le nombre de fois où je vends ce produit. C'est ce qu'on a vu avant, avec les 4 catégories, daily, weekly, monthly et out of scope. Eh bien, on a catégorisé les articles en 3 catégories X, Y, Z. X, c'est les articles 20% des références qui représentent 80% des sorties. Alors, on appelle ça PIX parce que quand vous êtes dans un entrepôt, c'est le nombre de fois où vous allez prélever l'article finalement dans l'entrepôt. Donc, c'est un article c'est un article que vous sortez tous les jours. Tous les jours, il est vendu. Je ne parle pas du volume, je parle de la fréquence de sortie. Y, c'est 30% des articles qui représentent 15% des sorties. Et Z, c'est l'horreur, c'est 50% des articles qui sont vendus 2-3 fois par an. Donc, ils ne représentent que 5% des sorties. Et quand je croise ces 2 critères, le volume de vente et la fréquence de sortie, vous avez 9 catégories. Je vais vous donner un exemple. La catégorie AX, c'est les articles. Ils ne sont pas très nombreux. En général, c'est 12%, 15% des articles total de votre portefeuille de produits qui représentent 80% des volumes de vente et 80% des sorties. Ces articles AX sont des articles éminemment prédictibles. Les volumes sont importants, les fréquences de sortie sont importantes et par conséquent, leur prédictabilité est très importante. Et donc, ces articles-là, ce sont des articles éligibles à ce qu'on a vu ensemble déjà, à une approche make to stock. Voilà. En revanche, les articles CZ, ce sont des articles qui se vendent en volume très petit et également ce qui se vend de manière parcimonieuse au niveau de la fréquence. Ces articles sont éminemment imprédictibles. On ne pourra absolument pas, en fait, utiliser des modèles déterministes. Donc, vous avez 3 grandes catégories dans cette matrice. Je pourrais y revenir. C'est un outil extrêmement puissant. Vous avez les zones vertes qui sont des zones en fait, sur lesquelles on va travailler plutôt sur stock. Donc, les modèles prédictifs seront plutôt pas mal. Le jaune, ce seront des modèles hybrides avec une notion de point de découplage. Je verrai si je reviens là-dessus la semaine prochaine quand on parlera du S&OP. Donc, sur la diagonale jaune, on est plutôt sur des modèles hybrides make to stock amont avec un point de découplage et puis make to order aval. Et puis, la zone rouge, c'est une zone dans laquelle on ne sera qu'en make to order a priori. Donc, on ne fera pas de prévision des ventes, ça ne sert à rien. Donc, vous n'avez aucun modèle mathématique, ne croyez personne qui vous dirait, au plan mathématique, on pourrait planifier la demande et donc les stocks, etc., sur des produits CZ. C'est impossible. Voilà. Donc, je termine là-dessus, un petit rappel. J'ai passé pas mal de temps, mais je pense que c'est vraiment très puissant. C'est
cette matrice, je l'utilise avec absolument tous mes clients et ça vous permet de catégoriser finalement vos stratégies de planification de production, vos stratégies supply chain, votre dimensionnement de stock et aussi de segmenter les niveaux de service. Donc, en général, on a sur la zone verte des OTIF cibles très élevés et on a en revanche sur les articles rouges des OTIF plus faibles. Donc, ça nourrit aussi une notion de segmentation commerciale en termes de services. Voilà, une intro un peu longue, mais sur des sujets extrêmement critiques. Et la question la semaine dernière qui m'avait été posée était vraiment tout à fait intéressante. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la digitalisation des supply chains. La première chose que je voudrais discuter avec vous ce matin, pendant tous mes webinaires, je vous ai dit les solutions supply chain et les solutions digitales sont des solutions, n'ont aucun intérêt si on n'est pas capable de comprendre les bénéfices qui sont générés par elles. Donc, je vais d'abord avoir un slide pour vous dire à quoi ça sert. La deuxième chose, et il y a une question la semaine dernière qui m'a été posée aussi, c'était de dire est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de logiciels, d'outils, etc., qui sont dédiés au supply chain management. Donc, je vous ai préparé un slide là-dessus pour vous ouvrir l'esprit là-dessus. Et puis, je vais terminer mon webinaire avec la notion fondamentale qui est la continuité digitale. Voilà. Alors, a priori, vous voyez ici une liste de 8 bénéfices qu'on peut attendre de la digitalisation de la supply chain. Et après, j'expliquerai ce qu'on appelle la digitalisation. D'abord, c'est à quoi ça sert et après, de quoi est-ce qu'on parle. Pour moi, le premier point qui est majeur et qui véritablement peut justifier des investissements assez importants dans la digitalisation de la supply chain, c'est la capacité à pouvoir avoir de la visibilité. Le mot-clé en supply chain management aujourd'hui et dans l'environnement Covid-19 et les supply chain nouvelle génération qu'on va avoir dans les mois et les années à venir, être capable de capturer de l'information sur où en est mon approvisionnement, qui vient de peu importe la source, où en est ma production, où en est ma livraison vers un client. Ce sont des questions critiques. Donc, la visibilité, la transparence, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est l'accélération des flux. Je reviendrai la fois prochaine, je vous l'ai dit, sur le point de découplage et sur ce qu'on a appelé ensemble end-to-end supply chain lead time. Eh bien, la digitalisation permet finalement de traverser les interfaces de ma supply chain de manière beaucoup plus accélérée. Le troisième bénéfice qu'on peut attendre, c'est la prédiction. On vient d'en parler avec la matrice A, B, C, X, Y, Z. Avec cette matrice A, B, C, X, Y, Z, sur les articles AX, BY, AY, on l'a vu, eh bien, je peux imaginer d'avoir de la prévision. Donc, quand la prédictabilité est possible, le digital va me permettre de le travailler. Le quatrième élément, que je considère là aussi très, très, très critique pour les mois et les années à venir par rapport à ce qu'on vit en ce moment, c'est la capacité de modélisation et de simulation avec une mesure des impacts financiers. Là, on est sur une autoroute, mais qui est juste énorme. Et si vous écoutez mes webinaires, celui que j'ai donné cette semaine dans le cadre de HEC et celui que je donne la semaine prochaine dans le cadre de Shipeo, si vous êtes connecté sur mon LinkedIn et si vous voulez vous connecter, vous verrez ce que je dis là-dessus en matière de capacité mathématique à pouvoir modéliser, simuler en données financières les choses. Le cinquième élément, c'est la synchronisation et en particulier avoir toutes les parties prenantes de ma supply chain connectées toutes ensemble et pouvant travailler ensemble de manière synchronisée. La notion de synchronisation, c'est une notion importante en matière d'agilité. Si je veux une supply chain agile, il faut pouvoir connecter et synchroniser l'ensemble des parties prenantes et quand une décision est prise, qu'elle puisse être connue par toutes et tous et mise en œuvre. Le sixième bénéfice, c'est d'avoir un processus de planification beaucoup plus rapide. Je suis très convaincu, et on en parlera la semaine prochaine, on a classiquement le S&OP
qui est un S&OP tactique en règle générale à horizon 18 mois. On a en général au moins un outil de planification opérationnel qui souvent est à horizon 1 mois, 2 mois à la maille hebdomadaire. Et souvent, les deux sont déconnectés. Ou en tout cas, le lien ne se fait pas de manière aussi fluide qu'on pourrait l'imaginer. Je suis très convaincu que là aussi, du fait de la crise qu'on est en train de vivre, l'intégration de planification entre la partie tactique et la partie opérationnelle va devoir beaucoup mieux se faire. Donc, quand je parle des bénéfices de la digitalisation, c'est véritablement avoir ces deux niveaux de planification tactique et opérationnelle intimement liés. Le septième élément, c'est l'ergonomie. L'ergonomie, c'est la capacité pour un planeur, par exemple, devant son ordinateur, de pouvoir, si vous voulez, simuler, modéliser, avoir des systèmes de graphiques, voilà, des choses user-friendly, comme on dit en anglais, qui puissent favoriser, je dirais, la création de valeur et puis pouvoir regarder les résultats et pouvoir prendre des décisions, scénariser, ce genre de choses. Et le huitième élément, the last but not the least, c'est le Master Data Management, le MDM. On sait qu'aujourd'hui, une des origines critiques du manque de performance des supply chains, c'est que les datas sont fausses. Les stocks sont faux. Entre le stock qu'on a à l'écran et le stock qu'on a dans l'entrepôt, dans l'usine, dans un bateau, il y a des écarts. Voilà. Et donc, comment voulez-vous gérer un on-time in full pour un client final si finalement les données ne sont pas, je dirais, fiables? Voilà. Donc, la notion de fiabilité, d'accessibilité et de fiabilité de la data, c'est un huitième, je dirais, bénéfice potentiel de la digitalisation. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment aucune hésitation à avoir. On a, je pense, des bénéfices tout à fait clairs, tout à fait tangibles. Ça n'empêche pas qu'il faut derrière monter des business cases, qu'il faut monter en fait une valorisation évaluée, je dirais, de manière financière les choses, parce qu'évidemment, l'investissement n'est pas négligeable. Mais en tout cas, les bénéfices sont très importants. Et je pense, encore une fois, que eu égard à la situation actuelle, il va y avoir une accélération de la digitalisation des supply chains. Alors, quand on parle des solutions informatiques au niveau supply chain, je vous l'avais dit la fois dernière, je crois, j'avais utilisé cette terminologie en disant c'est l'arbre de Noël. C'est vraiment l'arbre de Noël. Vous avez absolument énormément de possibilités. Alors, on voit une supply chain, hein, on voit donc une supply chain. Donc, vous avez les fournisseurs en amont, vous avez mes clients en aval. Et ma supply chain, donc, elle couvre l'achat, la production, le stockage, les ventes, la livraison et les ventes, comme on le voit ici. On a, grosso modo, la manière de voir les choses, c'est qu'on peut classer les outils informatiques en 3 grandes catégories ou 4 grandes catégories en fonction de l'horizon de planification. Il y a le stratégique, bon, on va dire 3 à 5 ans. Il y a le tactique, 18 à 24 mois. Il y a l'opérationnel, j'ai dit 1 mois, 2 mois, allez, 3 mois. Après, il y a vraiment l'opérationnel au sens ordonnancement. Donc là, on est à 1 semaine. Et après, j'ai vraiment ce qui se passe on the floor, donc en exécution. On a 3 grandes familles d'outils, donc, hein, on va dire. Le cœur du réacteur, c'est l'ERP. Sans ERP, c'est franchement extrêmement compliqué de gérer une supply chain aujourd'hui. Donc, des ERP, vous en avez de différentes natures en fonction de la taille de l'entreprise. Il n'y a pas que SAP, il n'y a pas que Oracle, il y a plein d'autres ERP qui sont parfaitement adaptés à des tailles beaucoup plus modestes d'entreprise. Donc, je pense que s'il fallait avoir une feuille de route en matière d'investissement IT au niveau supply chain, sans aucun doute, première étape, l'ERP. Deuxième étape, et vous voyez que je ne vais pas vers le top, je vais vers le bottom de manière volontaire. Ma recommandation, c'est que, et vous avez la signification des acronymes hein, qui sont en dessous, donc la deuxième étape pour moi, c'est de se doter d'outils d'aide à l'exécution. Et parce que l'exécution opérationnelle, c'est quand même le nerf de la guerre, si vous voulez, quand vous allez à un moment donné devoir livrer un client avec le bon produit et dans le délai que vous l'avez promis. Vous avez 3 grands types d'outils en matière de supply chain execution. Vous avez les outils de gestion d'entrepôt, les warehouse management systems. Vous avez les outils de gestion des transports
Transportation Management System, et vous avez les outils de gestion des commandes, Order Management System. Donc, éventuellement connecté avec un CRM, pourquoi pas. Donc, le deuxième étage de la fusée en matière d'investissement sur les outils digitaux du supply chain management, c'est des outils d'exécution. Et ensuite, possiblement, vous avez un troisième étage de la fusée, c'est ce qu'on appelle les systèmes APS. APS, donc vous voyez ici, ça veut dire Advanced Planning System. Ces systèmes sont des systèmes qui ont de l'intelligence mathématique de type algorithmique et qui ont vocation non seulement à simuler, voire à optimiser, c'est-à-dire à définir des variables objectifs, des contraintes de capacité, des contraintes de délai, des contraintes financières, à vous de voir, et de pouvoir optimiser finalement votre réseau logistique, votre réseau supply chain. Voilà. Donc, c'est une génération d'outils qui permettent de définir finalement aussi votre modèle supply chain en fonction de vos fournisseurs, vos clients, vos usines, etc. Voilà. Donc, trois grandes familles. Alors, je vous ai mis sur le slide d'après quelques exemples d'outils, puisque la question m'a été posée la semaine dernière. Donc, je ne vais pas parler des ERP, parce que les ERP, on les connaît, hein, c'est SAP, c'est Oracle, c'est plein d'autres ERP. Je ne vais pas parler non plus des outils de Supply Chain Execution, parce qu'en Supply Chain Execution, vous avez une pléthore d'outils, et en général, les outils sont assez spécifiques par rapport à des industries. Donc, quand vous avez, par exemple, des outils de gestion d'entrepôt, vous avez des outils dédiés, par exemple, aux distributeurs. Donc, si vous êtes chez Marjan, vous êtes chez des distributeurs comme ça, eh bien, ils auront des outils particuliers pour gérer le picking, l'entrée en stock d'abord, la gestion des palettes dans l'entrepôt, et puis des outils de picking pour ensuite expédier vers les magasins Marjan et autres des palettes complètes ou des cartons, etc. Puis, si je ne suis pas dans la grande distribution alimentaire, eh bien, je peux avoir des solutions finalement différentes dans l'industrie. Voilà. Donc, je ne parlerai pas de ça parce que là, vous avez un foisonnement. Donc, par contre, je vais plutôt parler des outils du type tactique. Il y a deux approches. Il y a l'approche qu'on appelle best of breeds, qui veut dire pour une fonctionnalité supply chain, on a des outils dédiés. Et le premier building block des outils supply chain planning, c'est bien sûr la partie demand planning, c'est la partie prévision. On en reparlera la fois prochaine dans le cadre du SNEP. Je vous ai mis trois noms d'outils, il y en a plein, mais je vous ai mis FutureMaster. FutureMaster, c'est un bel outil, c'est un outil qui existe depuis plus de 20 ans. Donc, ils ont vraiment un track record très, très développé. Aperia, c'est un très bel outil aussi, avec pas mal d'intelligence. Demand Solutions, c'est un outil américain. Bon, les deux premiers sont français, le troisième, c'est américain. J'aurais pu vous en mettre d'autres. Il y en a en Allemagne, il y en a dans différents pays. Voilà. Mais voilà, par exemple, des outils de prévision des ventes qui sont des outils de qualité. Ensuite, on peut avoir des outils comme ASAP, qui est un outil, je dirais, d'optimisation sur les routes to market, qui permet de faire de l'optimisation de flux entre des points de sourcing et des points de distribution. Donc, c'est un outil qui fait cette optimisation, je dirais, assez particulière. Vous avez l'outil Quintic, qui est un outil de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, dans l'aéronautique, a développé énormément de solutions logicielles, parce qu'ils ont une très grosse expérience au niveau industriel, bien sûr. Et donc, ils ont un outil, Quintic, qui est vendu dans pas mal d'industries. Si vous allez après sur les sites Internet, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et ils sont vraiment orientés vers, par exemple, l'optimisation des plannings de production. Voilà. Donc, c'est un outil vraiment pour des industriels, alors que ASAP, par exemple, est un outil qui s'adapte aussi au monde de la distribution. Ça, c'est quand vous êtes sur le best of breeds. Donc, quand vous êtes sur des outils spécifiques. Et puis, vous avez des outils intégrateurs. Je vous en ai mis trois, parmi les plus connus. JDA, qui est très connu, qui est un outil qui vous couvre demand planning, procurement planning, production planning, transportation planning, delivery planning et le SNEP. Et JDA vous fait tout ça. Vous avez un autre outil qui s'appelle OM Partners. Ça vous fait aussi la même chose. Vous avez SAP Ariba, SAP IBP, hein, qui est aussi une solution totalement intégrée qui couvre les différentes briques. Et d'ailleurs, on y reviendra la semaine prochaine, qui peut aussi couvrir la brique tactique et la brique opérationnelle. Vous voyez, donc on a des outils intégrateurs qui couvrent la dimension horizontale de ma supply chain
et des outils qui commencent à couvrir la dimension tactique et opérationnelle. J'en parlais tout à l'heure, en disant la digitalisation va consister aussi à coupler la partie tactique et la partie opérationnelle. Et vous avez un des meilleurs outils, je pense, aujourd'hui sur le marché, c'est un outil américain qui s'appelle Lamasoft et qui, lui, fait de la conception de réseaux supply chain. Donc, ce n'est pas un outil que vous allez utiliser tous les jours, c'est un outil que vous allez utiliser pour concevoir votre modèle supply chain. Donc, vous allez répondre à des questions du style « Où est-ce que mes fournisseurs doivent-ils être localisés? Où est-ce que mes usines doivent-ils être localisées? Où est-ce que mes entrepôts doivent-ils être localisés? Quelles sont les cadences de flux dans mes routes to market pour connecter mon supply side et mon demand side, comme on l'a vu dans le webinaire numéro 1. Donc, ce sont des outils de conception, de configuration supply chain. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous donner comme exemple d'outils. Attention, tout ça, ça coûte assez cher. Donc, il faut être très, très, très clair sur, encore une fois, les bénéfices. Et souvenez-vous du paradigme numéro 2 qu'on a vu ensemble dans le webinaire numéro 2, la fair value. Faites bien attention à ça. Regardez bien les bénéfices que vous pouvez attendre de l'outil et de l'autre côté, l'investissement qu'il va falloir consentir dans l'outil en question. Mon dernier slide pour conclure ce webinaire et ensuite répondre aux questions. Le mot-clé pour moi de la digitalisation, c'est d'assurer une continuité. On l'a vu, les supply chains sont fragmentés. Les supply chains sont éclatés. Et la digitalisation a un bénéfice de connexion. Et donc, ce que moi j'appelle la continuité digitale, ce sont 3 axes. Le premier axe, et ma recommandation, c'est que si vous avez un peu d'argent à investir dans la digitalisation de la supply chain, pour moi, fondamentalement, en ordre 1, c'est la connectivité. Donc, mettre de l'argent dans des systèmes qui vont permettre de connecter les parties prenantes, connecter les fournisseurs, connecter les usines, connecter les clients, connecter les achats avec la production, connecter la logistique avec les ventes, connecter les services clients, les customer service avec le planning de production. Et donc, on est sur des solutions du type EDI, de type MES, qui sont des systèmes donc, de gestion opérationnelle de production, sur des systèmes de senseurs, de transmetteurs, de capteurs, etc. Et donc, de pouvoir, encore une fois, connecter et faire remonter l'information. En ordre 2, pour moi, c'est tout ce qui va concerner les data. Donc, dans les data, on est sur la fiabilité des data, dont on a parlé tout à l'heure. On est sur la capacité à pouvoir analyser ces data. Donc, les connecteurs vont vous faire remonter. Et la semaine prochaine, dans le webinaire que j'anime le mardi prochain, 28 avril, avec Shipeo, eh bien, on va parler effectivement des solutions Shipeo qui sont des solutions qui permettent de connecter. Voilà un exemple de software que j'aurais pu mettre dans le Supply Chain Execution. Et donc, l'idée, c'est de connecter en fait en temps réel mes containers, mes camions, mes palettes, etc. et de pouvoir ensuite analyser les choses et de pouvoir, par exemple, estimer une date d'arrivée. Une date d'arrivée correcte par rapport à la promesse de livraison par rapport au client ou une date d'arrivée qui est éventuellement retardée. Les datas me permettent aussi de simuler mes fameux what-if scénarios dont je vais reparler la semaine prochaine à travers le SNOP. Et enfin, il y a un troisième axe de continuité digitale, c'est ce qu'on appelle l'automatisation intelligente. Et donc, vous avez ce qu'on appelle l'additive manufacturing. Ça, grosso modo, c'est le 3D printing. Le 3D printing, donc, on voit fleurir avec le Covid-19 aujourd'hui des imprimantes 3D qui permettent d'imprimer des masques avec des éléments plastiques, ce genre de choses, voire des pièces de respirateurs, etc. La réalité augmentée, c'est par exemple les Google Lens, donc pouvoir mettre sur les yeux des opérateurs des outils. C'est par exemple les exosquelettes, donc des systèmes, si vous voulez, que vous mettez sur le corps, les jambes des préparateurs de commandes qui vont passer leur journée à soulever des charges et donc pour les aider à pouvoir soulever ces charges. Et puis éventuellement des robots et des cobots. Voilà. Donc pour moi, ce qui est important dans cette feuille de route digitale, ce sont ces 3 piliers-là. Et enfin, mon vraiment dernier slide, comme je parle de feuille de route, c'est effectivement de voir que, comme je vous l'ai dit, étape 1,
si vous digitalisez votre supply chain, l'étape 1 pour moi, c'est véritablement avoir les fondations, les process à travers un ERP et à travers le Master Data Management. Ça, pour moi, ce sont les deux figures imposées. N'allez pas digitaliser si vous n'avez pas déjà ces briques, ces fondations, si vous voulez, en place. Ensuite, on va pouvoir aller effectivement sur des systèmes intelligents d'analyse de données, de modélisation, de faire du prédictif, ce genre de choses. Et ensuite, on pourra imaginer d'avoir des machine learning, donc des systèmes self-learning qui vont améliorer les systèmes de prévision, par exemple, qui vont vous donner des décisions automatiques. Mais ça, c'est vraiment un autre monde. On n'y est pas encore aujourd'hui. Je n'ai aucun exemple d'entreprise à vous donner aujourd'hui là-dessus dans le domaine supply chain. En revanche, dans le domaine supply chain management, il est très clair qu'aujourd'hui, les entreprises les plus avancées sont bien sûr sur le point 1 et sur le point 2. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour vous donner un peu de perspective pour peut-être les 5 ans qui viennent, alors la digitalisation va concerner le machine learning, va concerner, pourquoi pas aussi la blockchain pour améliorer toute la partie cash management des supply chains. Voilà le contenu de ce webinaire d'aujourd'hui, avec une introduction assez costaud qui, j'espère, vous a intéressé, vous a donné pas mal de matière. Franchement, la matrice, et je pourrais revenir la semaine prochaine si vous voulez, ABC, X, Y, Z. Puis allez, tiens, la semaine prochaine, je vous parlerai de 1, 2, 3. Je vais mettre un troisième axe. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Et puis voilà, donc le sujet sur la digitalisation. Alors, je regarde ce que Rita m'a adressé gentiment comme question. Est-ce que la digitalisation n'est utile que pour les produits de la catégorie verte et jaune du tableau? Non. A priori, la digitalisation, elle est tout à fait éligible pour l'ensemble des produits. Donc, la matrice ABCXYZ dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous voulez, pour moi, elle n'est pas segmentée en tant que telle par rapport aux outils de la digitalisation. Voilà. Par contre, comme je l'ai dit, les modèles prédictifs, les modèles de gestion de stock, eux seront bien sûr différents. Et les modèles de planification de production. Voilà. Comment faire évoluer un ensemble d'articles d'une classe à une autre? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Alors, en fait, ce qui se passe, je vais revenir là-dessus. Je vais vous montrer la matrice. En général, ce qui se passe, c'est que quand on lance un nouveau produit, il démarre CZ. Donc, quand le marketing va lancer un nouveau produit, souvent, il est CZ. Je n'en vends pas beaucoup et puis je ne le vends pas tous les jours. Et ce qu'on espère dans la phase de cycle de vie du produit, dans la phase de ramp-up, eh bien, on espère que ce produit, il va passer de CZ à BZ, puis après peut-être à BY, puis après à AY et arriver à AX. Donc, mon objectif quand je lance un nouveau produit, c'est que j'en vende beaucoup et tous les jours. Et puis, au cours du cycle de vie, je vais avoir un phénomène de plateau. Donc, je resterai sur AX, je l'espère, le plus longtemps possible. Et puis après, ce produit, il va rentrer dans sa phase de cycle de vie décroissante, donc dans une phase de ramp down, et puis il va peut-être redescendre en devenant BX, CY et CZ. Et là, le point très, très important, j'en ai parlé lors du premier webinaire, il va falloir sortir ces produits. Parce qu'une des règles de gestion saine de mon portefeuille de produits, c'est d'éliminer les slobs. On en a parlé lors du webinaire numéro 1. Les slow movers obsolete products, les produits CZ, sont d'excellents candidats aux produits slob. Donc, se traîner au sens stock du terme, donc le cash, se traîner dans l'entrepôt des produits qui ne se vendent pas beaucoup en volume et pas beaucoup en fréquence, il faut vraiment s'interroger s'il faut les garder dans le stock ou pas, dans le portefeuille. Donc là, il y a un dialogue entre le marketing, les ventes et la supply chain pour dire, mais écoutez les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde ces produits ou est-ce qu'on les supprime? C'est ce qu'on a appelé ensemble phase out. Donc cette matrice, on va suivre, pour répondre à la question, on va suivre l'évolution du cycle de vie du produit dans la matrice et ma recommandation, voilà, c'est de mettre à jour cette matrice 2 fois par an. C'est de la mettre à jour au moment du budget. Quand vous faites le budget au mois de septembre-octobre, vous définissez la matrice
et vous travaillez au sein de l'équipe de direction générale pour définir vos offres de services, vos objectifs de OTIF par catégorie et les niveaux de stock. Voilà. Et ça, vous le faites au moment du budget. Et ensuite, ma recommandation, c'est de le faire une deuxième fois 6 mois plus tard. Donc, de le faire quelque part au mois de mars, avril, donc maintenant, pour voir 6 mois plus tard si les produits ont bougé et pour éviter justement qu'un produit qu'on avait lancé qui ne marche pas, bah, de décider de le supprimer et de pas de le garder, si vous voulez, dans la matrice. Voilà. Donc, c'est clairement un outil dynamique et je vous recommande effectivement de l'utiliser de manière optimale 2 fois par an. Voilà. Comment connecter la planification tactique et la planification opérationnelle? Bah, ça, c'est la semaine prochaine. Je vais en parler la semaine prochaine, vous donner quelques idées dans cette approche. Voilà. J'ai une dernière question que je vois ici. Est-ce qu'on peut étudier avec vous un cas pratique de simulation d'entreprise et de modélisation? Bon, je regarde ça et puis je vois si la semaine prochaine, je vous fais une petite intro à nouveau alors sur effectivement comment on opérationnalise tout ça, voilà, avec un cas pratique. Ouais, je vais vous préparer quelque chose pour mettre des chiffres. Voilà. Là, je vous ai présenté les concepts et puis la semaine prochaine, je vous montrerai un petit cas concret avec des chiffres. Comme ça, on verra comment on opérationnalise tout ça. Donc, écoutez, notre webinaire va se conclure. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on se retrouve pour la dernière fois. Les meilleures choses ont forcément une fin hein, au bout d'un certain temps. Donc, on se retrouvera mercredi prochain à 9 h, heure du Maroc, pour un sujet qui est très important, qui est le SNOP IBP, qui est véritablement le processus colonne vertébrale du supply chain management. Donc, j'avais proposé à ABS effectivement qu'on couvre ça et ils ont très gentiment accepté qu'on puisse effectivement le couvrir ensemble. Et ça me permettra de revenir sur la matrice ABC XYZ 1, 2, 3 et sur les différents niveaux de planification tactique et opérationnelle. Voilà. Écoutez, merci à toutes et à tous de votre fidélité pour ce 4e webinaire. Passez un excellent week-end et un bon ramadan. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir mercredi prochain. À très bientôt. Au revoir.